Madame la Présidente viennent parfaitement de refléter l'esprit de nos débats et des conclusions. Et si d'aucuns pensaient que la guerre dans nos contrées faisait partie de l'histoire, depuis 15 jours, le choix de la Russie, du président Poutine, a été de faire revenir la guerre en Europe. Face à celle-ci et à cette violence inouïe déployée par la Russie contre l'Ukraine et son peuple, et un tournant tragique pour notre histoire, nous avons tous, je crois, pleinement conscience que c'est aussi un tournant pour nos sociétés, nos peuples et notre projet européen. Nous y avons répondu depuis 15 jours, Madame la Présidente et Monsieur le Président viennent de le dire, avec unité, rapidité et esprit de responsabilité. Les choix ont été faits vite, à 27, avec nos institutions et coordonnés avec l'ensemble de nos partenaires dans le cadre de l'OTAN comme du G7. Et avec un travail diplomatique qui a permis d'isoler la Russie, en particulier à l'Assemblée générale des Nations unies encore récemment. Depuis 2 semaines, les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent avec courage pour défendre leur liberté, la démocratie, leur souveraineté, l'intégrité de leur territoire. Les Européens ont un positionnement clair, condamnation unanime et ferme de l'agression russe, condamnation dans toutes les enceintes internationales, et nous en avons tiré toutes les conséquences, avec en particulier les résolutions portées et la victoire en Assemblée générale. Nous avons décidé un soutien inédit à l'Ukraine, en livrant ensemble des équipements, du matériel humanitaire, mais aussi des armes, et nous avons proposé aujourd'hui que la facilité européenne de paix soit complétée de 500 millions d'euros, ce qui permet d'aller plus loin encore dans cette perspective. Et des pays qui jusqu'alors avaient une tradition de neutralité autour de la table, je pense à la Suède, ont décidé pour la première fois depuis tant de décennies de participer à ce soutien concret à l'Ukraine. Soutien économique aussi, que nous allons poursuivre, soutien humanitaire, en accueillant en effet plus de 2 millions de réfugiés. Madame la Présidente a rappelé l'importance de cette solidarité et je veux ici rendre hommage aux peuples polonais, slovaques, roumains, hongrois, pour ce qui est de notre union, mais aussi moldaves, pour leur élan de solidarité et d'humanité. J'ai eu l'occasion de le dire, la France prendra sa part et je souhaite que nous puissions avoir les mécanismes de solidarité qui puissent pleinement s'activer dans cette approche. Dès le premier jour, nous avons aussi déployé un dispositif de sanctions massif, inédit, rapide. 2e, 4e, 6e jour de conflit ont été marqués par des décisions européennes de sanctions inédites. Rapidité, caractère massif, et nous sommes prêts à adopter d'autres sanctions. Toutes les options sont sur la table, et l'objectif aussi de nos discussions est de pouvoir nous préparer à ces sanctions si elles étaient de nature à pouvoir arrêter l'agression et à nous préparer aussi à toutes les conséquences dans les semaines et les mois qui viennent. Notre premier objectif demeure bien sûr un retour rapide à la paix, en commençant par un cessez-le-feu, suivi d'un retrait rapide des troupes russes. Et c'est pourquoi nous maintenons la pression sur la Russie et que nous maintenons aussi un dialogue exigeant, en particulier en lien avec le chancelier allemand. Ce soutien, cette solidarité à l'Ukraine, c'est elle aussi qui nous a hier beaucoup occupés. Nous soutenons aujourd'hui l'Ukraine et nous la soutiendrons aussi longtemps que la guerre durera. Et nous serons là pour reconstruire ce que l'agression brutale et injustifiée de la Russie a détruit. Et pour penser, rebâtir et l'aider à se relever dans la durée. Le message que nous avons ainsi adressé aux Ukrainiens est que le chemin vers notre Europe leur est ouvert. Leur combat pour la liberté et la démocratie, pour les valeurs qui nous rassemblent, a démontré que l'Ukraine appartient bien à notre famille européenne. Nous avons aussi souhaité que les candidatures qui avaient été soumises par la Moldavie et la Géorgie puissent être examinées, comme le traité le prévoit, par la Commission européenne, afin que l'acceptabilité de leur candidature et la potentielle ouverture puissent se faire en fonction de nos traités. La déclaration de Versailles et au fond l'agenda de Versailles que nous avons discuté aujourd'hui vient acter du fait que la souveraineté européenne, si certains pouvaient il y a quelques années y voir un slogan, peut-être pour d'aucuns une fantaisie française, chacun comprend aujourd'hui que c'est un impératif. Et que cette souveraineté, cette autonomie stratégique,
Nous en avons vécu l'importance dès la pandémie, quand il s'est agi d'obtenir certains équipements de santé, certains matériels. Nous l'avons vécu quand il s'est agi de pouvoir produire et disposer de vaccins pour nous-mêmes et les pays que nous voulions aider. Nous l'avons vécu en sortie de crise, au moment de la relance, quand nous nous sommes aperçus que disposer de semi-conducteurs, quand nous en avions délégué la production à l'autre bout du monde, était compliqué pour faire repartir la production automobile ou d'autres. Et nous le voyons pleinement avec cette crise, où nous mesurons combien notre alimentation, notre énergie, notre défense sont aussi des sujets de souveraineté, où nous pouvons coopérer, où nous voulons être une puissance ouverte au monde, mais où nous voulons choisir nos partenaires et ne pas dépendre d'eux. C'est ça la souveraineté. Ça n'est pas le protectionnisme, ça n'est pas se refermer, c'est d'avoir la possibilité de rester ouvert sans être dépendant. Et donc l'agenda de Versailles a ainsi scandé les prochains mois de travail pour avancer en cette direction. En matière de défense, nous souhaitons pouvoir définir les investissements dont nous avons besoin. Plusieurs d'entre nous sommes d'ores et déjà à 2% de notre produit national brut investi en matière de défense. D'autres ont des efforts à faire, mais nous voulons le faire de manière coordonnée, identifier les besoins qui sont les nôtres sur le plan budgétaire, identifier les capacités qui sont à bâtir, identifier aussi nos besoins sur les conflictualités nouvelles, qu'il s'agisse du spatial, du cyber, du maritime, et identifier ce qui aussi a du sens pour construire des filières industrielles européennes. Avoir une Europe qui dépense plus en matière de défense, si c'est pour importer davantage de matériel fait ailleurs, n'aurait pas grand sens en termes de souveraineté. Il nous faut continuer d'avoir certains partenariats, mais il nous faut aussi décider de consolider, bâtir des filières industrielles de défense avec moins de standards, mais qui correspondent à un marché pleinement intégré. À cet effet, nous avons pris plusieurs décisions. D'ores et déjà, la France, comme vous le savez, depuis 2017, a fait des choix budgétaires massifs pour atteindre dès l'année dernière ces 2% d'investissement et pour relancer beaucoup de ses filières et de ses capacités. L'Allemagne a décidé, il y a un peu plus de 10 jours, à son tour de porter des investissements historiques pour son pays. Le Danemark a fait aussi un choix historique, celui de soumettre à son peuple dans quelques mois la possibilité de revenir dans le projet européen de sécurité et de défense. Vous le voyez, partout sur notre continent, des choix historiques sont en train d'être pris qui marquent un tournant majeur. Il nous faut l'organiser au niveau européen pour bâtir cette capacité commune en matière de défense. C'est l'objet du mandat qui a été confié à la Commission pour que d'ici au mois de mai, nous puissions, dans le cadre de ce qui sera sans doute un conseil extraordinaire et qui précédera le sommet de l'OTAN du mois de juin, de bâtir une stratégie européenne pleinement établie en matière d'investissement, de renforcement de nos industries, de capacité. Ensuite, il y a le sujet de l'énergie. Nous avons d'ores et déjà, à travers la stratégie climatique qui est la nôtre, au fond, commencé à bâtir un chemin d'indépendance. Sortir des énergies fossiles, c'est devenir indépendant. Néanmoins, nous savions que sur cette route, pour beaucoup d'entre nous, la sortie du charbon en particulier passait par le gaz. Un gaz que nous importons et que nous importons encore de Russie. La situation que nous vivons aujourd'hui, celle que nous vivrons immanquablement demain, doit nous conduire à réévaluer cette stratégie en étant encore plus ambitieux sur le plan climatique. À cet effet, nous aurons un rendez-vous dès la fin du mois de mars où nous regarderons de manière très concrète comment d'abord accompagner nos peuples sur la question des prix. C'est le mandat qui est là aussi confié à la Commission, des options concrètes sur les prix, des options concrètes sur le remplissage. Ce sont des sujets très techniques, mais de quoi s'agit-il au fond? De permettre de garantir des mécanismes qui évitent d'être soumis aux aléas du marché, parfois aux spéculations du marché liées à ce contexte de crise. Beaucoup d'entre nous avons fait des choix pour protéger d'ores et déjà nos compatriotes, nos entreprises. Nous devons harmoniser ces choix au niveau européen et nous doter d'instruments nouveaux dans les 15 jours qui viennent pour mieux résister aux chocs de prix liés à ce contexte géopolitique. Les prix montaient déjà avant la guerre et ils continuent de monter du fait de celle-ci. Ensuite, nous devons aussi nous préparer à d'éventuelles sanctions qui viendront et nous devons nous préparer à nous désensibiliser de cette dépendance à la Russie. C'est l'objet du mandat qui est donné pour le mois de mai à la Commission avec ce plan dont Monsieur le Président et Madame la Présidente rappelaient l'importance
plan pour la sortie de la dépendance fossile à l'égard de la Russie, c'est-à-dire comment sortir d'ici à 2027 de notre dépendance au gaz, au pétrole et au charbon russe. C'est un plan qui suppose des investissements nouveaux, des équipements nouveaux, une stratégie qui va renforcer les choix que nous avons faits en matière en particulier de renouvelables et de nucléaire. Vous le voyez, là aussi, mars et mai seront structurés par un agenda très fort sur le plan énergétique. Enfin, nous avons les autres sujets sur lesquels nous devons bâtir également notre indépendance et notre souveraineté. La stratégie alimentaire, dans un contexte où, qu'il s'agisse du blé, du maïs, des céréales, plus largement parlé, l'Ukraine et la Russie sont deux marchés très importants. Notre Europe est d'ores et déjà déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore plus dans 12-18 mois, en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en Ukraine. Et l'Europe, mais avec elle l'Afrique, seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire. Il nous faut donc là aussi nous préparer et réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en européen, mais pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois par des famines en raison précisément de la guerre. Souveraineté en ce qui concerne aussi d'autres matières premières, en ce qui concerne des matériaux rares. Souveraineté, évidemment, je l'évoquais, en matière de semi-conducteurs, de santé. Je ne veux pas ici faire toute la liste, mais nous avons, à travers cet agenda, scandé les prochains mois pour des décisions très concrètes d'investissement qui vont permettre de bâtir cette Europe plus indépendante et plus souveraine. Ceci veut dire que nous aurons à encourager des investissements privés. C'est tout l'objet de la taxonomie en matière d'énergie. C'est l'objet aussi d'un travail que nous devons accélérer pour parachever l'union des capitaux en européen et l'approfondissement du marché unique dans les différents secteurs. Deuxième point, il nous faut avoir une politique monétaire adaptée. Nous ne sommes pas revenus à des temps normaux, de manière évidente, et la Banque centrale européenne aura à poursuivre le travail suite à ces annonces d'hier, mais il est très clair que nous rentrons dans une zone de très forte tension due aussi au contexte géopolitique. Troisième levier, nous aurons des stratégies nationales d'investissement public pour nous protéger des conséquences de la guerre, pour financer notre solidarité et notre résistance à ces conséquences, mais financer aussi ces stratégies de souveraineté. Et quatrième point, il nous faudra aussi, en Européens, financer, comme nous avons su le faire pendant la pandémie, ces grandes stratégies que je viens d'évoquer. Et le faire parce qu'on parle d'investissement pour notre futur, que nous parlons d'investissement conjoint, que nous avons un intérêt à coordonner ces investissements et que nous avons aussi intérêt à financer cela en européen pour éviter toute fragmentation du marché financier et des dettes souveraines européennes. C'est la stratégie que nous avons commencé ici à travailler et qui va nous occuper dans les prochains mois. Mais là aussi, il nous faudra faire preuve d'unité, de rapidité et d'esprit de responsabilité. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens nous donnent un exemple unique, celui du courage. Nous ne faisons pas la guerre, nous, Européens, aujourd'hui, à la Russie. Mais nous soutenons, comme je le disais, l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie, mais nous devons aussi faire notre part et avoir le courage de prendre des décisions historiques, d'assumer le fait que défendre la démocratie et nos valeurs a un coût, que faire ces choix d'indépendance a un coût et suppose de revenir sur parfois des dogmes que nous avions depuis de nombreuses années, des organisations, des habitudes qui étaient les nôtres. Et je crois pouvoir dire que les discussions d'hier et d'aujourd'hui ont consacré la prise de conscience et la volonté des Européennes et des Européens ici à Versailles d'avancer dans cette direction. Et je finirai sur ces mots. J'entamais hier nos travaux en remerciant certains de mes collègues, et je le dis à Madame la Présidente de la Commission, car Versailles, qui est un immense lieu d'histoire, que les Françaises et les Français aiment plus que tout et qui est notre fierté à l'égard du reste du monde, a aussi parfois été un lieu qui a résonné avec des défaites diplomatiques. C'est aussi le lieu où nous avons perdu la paix à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et après avoir gagné la guerre, nous avons perdu la paix parce que nous avons à ce moment-là acté la volonté d'humilier et de diviser l'Europe. Et je suis très fier que durant ces 2 jours, malgré les difficultés, la gravité, la lourdeur, parfois l'émotion extrême qu'il y avait autour de la table, nous avons tous ensemble, de manière unanime, acté que le seul moyen de préserver la paix sur notre continent était notre unité. Et c'était le courage de cette unité. Et c'est le plus important à mes yeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous informer qu'on vient de publier notre déclaration de Versailles dans les 24 langues de l'Union européenne. So we just published on our council website the Versailles Declaration. And we're going to take a few questions in the room. Site internet, donc la déclaration de Versailles. De Radio France. Vous êtes la première qui va poser une question. Ok. Bonjour Angélique Boin, de la rédaction internationale donc de Radio France. Vous avez eu 2 jours de sommet, c'est la première fois que vous vous voyez aussi longtemps depuis cette guerre. Vous parlez d'Europe plus puissante face à Moscou, vous nous parlez d'agenda, vous nous parlez de 2027, vous nous parlez d'éventuelles autres sanctions, mais sur le terrain, on a vu cette maternité bombardée, Kiev est encerclé. Vous avez certes réagi vite et fort, on l'a vu, aujourd'hui ça ne suffit pas. Et quand même le sentiment qui sort de ce sommet, c'est que vous n'avez plus ni vraiment d'outils, ni d'unanimité pour une mesure forte et rapide aujourd'hui, j'insiste sur aujourd'hui, de nature à faire plier Poutine. Alors est-ce que vous êtes quand même aujourd'hui impuissant? Soyons clairs, il y a une guerre sur le terrain et nous ne sommes pas en guerre. Ce que vous pointez est vrai, mais la réalité politique, le choix souverain qui est le nôtre est aussi celui-là. Et donc, vous avez parfaitement raison de dire que nous n'avons pas une réponse sur un théâtre de guerre qui a été déclenché par l'agression de la Russie, parce que nous ne sommes pas en guerre sur le terrain. Est-ce que nous excluons des sanctions supplémentaires? En aucun cas. La déclaration du G7 qui sortira dans quelques heures va d'ailleurs acter une perspective de sanctions supplémentaires, ce sera une première vague limitée, et en fonction de l'évolution des événements sur le terrain, nous n'excluons rien, et nous l'avons rappelé. Et je peux vous dire ici, j'ai la certitude, si les choses continuaient sur le plan militaire, dans la droite ligne de ce que vous venez de décrire, que nous prendrons des sanctions nouvelles, y compris des sanctions massives. Mais aujourd'hui, les Européens interviennent de 3 manières. Les sanctions contre la Russie, et nous en prendrons d'autres, et si les circonstances l'exigent, nous les prendrons et jusqu'au bout. Le soutien à l'Ukraine, nous le poursuivons et nous le poursuivrons là aussi, et l'action diplomatique pour isoler la Russie aux Nations Unies et pour essayer de convaincre le président Poutine de revenir à la table des négociations de manière sincère avec l'Ukraine et le président ukrainien pour trouver un accord. Voilà le cadre dans lequel nous agissons. Cela étant, nous condamnons avec la plus grande fermeté, et je partage votre émotion quand nous voyons les scènes à Kharkiv ou à Mariupol, inacceptables et odieuses que nous avons vues. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, Européens, sur le sol ukrainien en guerre. I think indeed it is atrocious. It is atrocious. This bombardment of the maternity hospital, for example. Et d'hôpitaux est tout à fait atroce, odieux. Et je crois qu'il doit y avoir une enquête pour crimes de guerre. C'est quelque chose qui doit être pris en compte de manière sobre. Néanmoins, j'appuie aussi le fait que nous en sommes au 15e jour de cette guerre horrible. Et comme l'a dit le président, dès le 2e jour, dès le 4e jour, dès le 6e jour, à chaque étape, nous avions un bouquet de sanctions. Une semaine plus tard, aujourd'hui, on voit que le rouble est en chute libre. Il a perdu plus de 50% par rapport à l'euro. On voit que les taux d'intérêt explosent en Russie. On voit une hausse vertigineuse des taux. Les agences de cotation ne considèrent plus les obligations russes que comme des obligations qui ne valent plus rien. Autant d'éléments qui montrent l'incidence, l'importance de nos sanctions. Le 4e bouquet va être une réalité et nous avons nos propres moyens de répondre à ces agressions atroces dont se rend coupable Poutine. Et nous
détermineront une réponse appropriée. La prochaine question, Merci, c'est Madame la pour Présidente. Agathe de BFM TV.